Alors bonsoir à tous et à toutes. Je suis le docteur Abdou Amissi, je suis médecin vasculaire en mission actuellement au CHM. Et donc moi je vais vous parler. Ouais. Je vais vous parler des durées optimales de traitement anticoagulant dans la maladie thromboembolique veineuse. Et donc bon, je vais parler aussi bien de l'embolie pulmonaire que de la phlébite. Hein? Ouais, ok. Que de la thrombose veineuse des membres inférieurs. Donc voilà. Donc pareil, je me base sur les recos de 2019 de la Société de pneumologie en langue française, qui sont toujours d'actualité. Et donc dans la MTEV, on va parler de deux groupes distincts. Le premier groupe de situation clinique, c'est l'embolie pulmonaire et la thrombose veineuse profonde dite proximale. Donc on parle de proximale à partir du moment où la tête du caillot, donc la partie la plus haute du caillot, atteint au minimum la veine poplitée. Donc dès qu'il y a la veine poplitée ou plus haut, on va parler de thrombose proximale. Et donc d'un point de vue réflexion sur le traitement et la durée de traitement, c'est exactement la même réflexion que dans l'embolie pulmonaire. Et donc le deuxième groupe de pathologies, donc là c'est les thromboses veineuses profondes et musculaires distales, donc en dessous de la veine poplitée. Donc si le caillot ne monte pas au-dessus, enfin n'atteint pas la veine poplitée, on parlera de thrombose distale. Donc ensuite il y a les thromboses veineuses superficielles des membres inférieurs et des membres supérieurs, et les thromboses veineuses atypiques dont je parlerai pas ici, mais donc il y a par exemple la veine porte et la veine splénique. Donc, pour l'embolie pulmonaire, les TVP prox et des membres inférieurs. La durée de traitement, elle est définie selon le risque de récidive du patient. Et donc là, on définit tout de suite une notion importante, c'est le facteur favorisant majeur ou mineur et persistant ou transitoire. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on parle d'EP ou de TVP provoqué, donc ça, c'est quelque chose que vous employez assez fréquemment, en fait, c'est assez précis, c'est si on peut parler de TVP provoqué s'il y a un facteur favorisant majeur, mais pas mineur. Donc, une autre manière de le dire, c'est que si vous avez une EP, une TVP sans facteur favorisant majeur, mais avec ou sans facteur favorisant mineur, là, c'est non provoqué ou idiopathique. Donc, ça, voilà, c'est assez clair. Vous verrez que ça a son importance quand on connaît les facteurs favorisants majeurs. Je continue. Hop. Donc là, c'est un tableau que vous avez déjà vu, mais je vais revenir juste sur quelques points. Et donc, quand vous regardez les facteurs transitoires majeurs, je vais juste repréciser pour la contraception œstroprogestative. Donc, en fait, il n'y a pas de de durée d'exposition minimale. En gros, si vous avez une patiente qui est exposée à la pilule depuis 2 jours et qui fait une TVP, donc on va considérer que c'est un facteur favorisant majeur. Mais si vous avez une patiente qui est exposée depuis 20 ans à la pilule, on va aussi considérer que c'est un facteur transitoire majeur. Et dans les deux cas, la pilule est contre-indiquée pour la suite. Ensuite, par rapport à la grossesse et au postpartum, on parle de... Donc en fait, si la patiente fait un événement thromboembolique du postpartum, ça sera dans les 6 semaines après l'accouchement. Après 6 semaines, elle redevient idiopathique. Et donc après pour les autres causes, donc je voulais juste repréciser pour les facteurs favorisants mineurs. Vous voyez que le voyage de plus de 6 heures, c'est considéré comme mineur. Donc en fait, si vous voyez un patient pour lequel l'événement thromboembolique, la seule explication que vous avez, c'est dans les antécédents, il y a un voyage de plus de 6 heures, en fait, elle n'est pas provoquée. Elle est considérée comme avec facteur favorisant, mais mineur, mais pas majeur, et donc elle n'est pas provoquée. On ne peut pas parler de TVP provoquée, et donc elle sera idiopathique, avec un facteur favorisant mineur. Donc après, pour les facteurs persistants, on les a déjà décrits, les majeurs en tout cas. Cancer actif, c'est aussi bien les cancers solides que les néoplasies hémato et notamment le myélome. Et donc dans les facteurs persistants mineurs, il y a les MICI, et donc la maladie de Crohn et la RCH. Donc là, on va rentrer un peu dans le dur du sujet. Et donc on voit que le risque de récidive thromboembolique, c'est ça qui va définir vraiment la durée. Et donc lorsqu'on a un risque de récidive faible, donc là ça concerne tous les patients qui ont un facteur transitoire majeur, donc je ne vais pas revenir. Et donc là le traitement,
sera de 3 mois. Le traitement théorique, il est de 3 mois. Et donc ensuite, il y a encore une sous-catégorie qui ça va être les femmes avec un premier épisode de MTEV non provoqué, donc par un facteur transitoire majeur, mais avec un score Hurdu-2 inférieur ou égal à 1. Le score Hurdu-2, c'est un score de prédiction de survenue de maladies thromboemboliques, et donc qui retient 4 critères: la présence d'un syndrome post-traumatique, l'obésité, les dédimères supérieurs à 250, et que je dis pas de bêtises, l'âge supérieur à 65 ans. Et donc chaque critère vaut 1 point. Et donc si la patiente est un score Hurdu-2 inférieur ou égal à 1 et que la MTEV n'est pas provoquée, on va considérer un traitement limité à 3 à 6 mois. Et donc pareil pour les femmes de moins de 50 ans avec un premier épisode non provoqué par un facteur transitoire majeur, où là on considérera un traitement de 3 à 6 mois. Et donc là le critère qui va définir si on fait 3 ou 6 mois de traitement, c'est le risque hémorragique. Risque hémorragique fort, on reste à 3 mois, sinon on prolonge pendant 6 mois. Donc ensuite pour le risque de récidive thromboembolique modéré, donc là c'est les patients, concrètement c'est ceux qui nous embêtent le plus, parce que c'est là où on va se dire on peut considérer un traitement de 6 mois ou un traitement non limité. Donc ça a un impact énorme sur la vie du patient. Et donc là c'est d'abord les hommes avec un premier épisode non provoqué et sans facteur persistant majeur, et les femmes au premier épisode non provoqué par un facteur majeur avec un score Hurdu-2 supérieur ou égal à 2. Et donc dans les recommandations, ils précisent des indications pour vous dire, bon, chez ce patient-là, on va plutôt faire 6 mois, et chez celui-là, on va plutôt faire, je crois que j'ai été un peu long, on va plutôt faire non limité. Et donc ça c'est précisé après. Et donc là, si vous regardez la durée optimale proposée dans la situation, voilà. Donc les facteurs associés qui incitent à un traitement non limité, ça va être la présence d'un facteur persistant mineur associé, la présence d'un filtre cave non retirable. Donc il faut savoir que le filtre cave, on l'utilise si jamais vous avez un patient qui a une contre-indication majeure. Bon ben voilà, le patient il a fait un AVC, enfin non, c'est pas le bon exemple, mais il a malheureusement une hémorragie de n'importe où, et au cours de l'hospitalisation il fait une embolie pulmonaire. On lui met un filtre cave. Le problème du filtre cave, c'est que ok, ça empêche le caillot de migrer depuis les membres inférieurs vers les poumons, sauf que comme c'est un corps étranger, la nature a horreur des corps étrangers, et donc c'est un risque de faire une thrombose en soi. Et donc si on le laisse, ça s'est déjà vu, on voit des thrombus partir de la veine cave et remonter jusqu'au cœur. Et donc chez ces patients-là, on préfère laisser, tant que le filtre cave est en place, on continue l'anticoagulation. Et donc la présentation clinique sous forme d'embolie pulmonaire et la préférence du patient qui doit toujours être considérée dans la poursuite ou non de l'anticoagulation. De toute façon, généralement, quand on a un patient qui a fait une embolie pulmonaire grave, spontanément, vous lui dites vous voulez continuer le traitement ou pas. Généralement, la réponse est plutôt oui, on va continuer, je n'ai pas envie de refaire une embolie pulmonaire. Et donc ensuite, les facteurs associés qui incitent à stopper le traitement à 6 mois, c'est la présence d'un facteur transitoire mineur associé, la présentation clinique sous forme de TVP proximal et la préférence du patient, qu'il faut toujours, encore une fois, prendre en considération dans le traitement. Et donc après, là, sans surprise, pour le traitement non limité, on va donc retrouver les cancers actifs. Donc je vais juste m'attarder sur la définition de cancer actif. C'est un cancer chez lequel on retrouve une pathologie tumorale cliniquement ou au scanner, mais y compris la présence des biomarqueurs. Ensuite, la poursuite d'un traitement antitumoral. Donc concrètement, vous avez un patient qui a une néoplasie colique, on l'opère, l'anapathe dit il reste plus du tout de tumeur, donc R0. Vous attendez 6 mois au minimum avant d'arrêter le traitement anticoagulant. Vous avez une chimiothérapie, voilà, il y a plus de tumeur. Vous attendez 6 mois avant d'arrêter, après la dernière cure de chimio, vous attendez 6 mois avant d'arrêter le traitement anticoagulant. Enfin, un patient avec une récidive thromboembolique pendant les 6 premiers mois de traitement, on va considérer que le cancer est actif, même s'il y avait plus de tumeurs détectables. Bien sûr, le SAPL, bien sûr. Ensuite, la MTEV récidivante non provoquée. Un premier épisode de MTEV non provoqué par un facteur majeur
avec la présence d'une thrombophilie. Bon, ben, on revient encore sur ce que disait ma collègue. Le premier épisode 2P à haut risque, donc ça c'est les patients qui vont en réa classiquement. Et puis en tout petit tout en bas, c'est les patients qui ont une hypertension portale post-thromboembolique. Hein. Et donc là, je vais m'attarder un peu sur les tableaux. J'ai essayé de faire un truc assez pratico-pratique, parce que bon, il y a des médecins généralistes dans la salle et qui peuvent se retrouver face à ces situations. Donc là, je reviens la TVP distale, donc c'est toute thrombose veineuse profonde dont le caillot ne dépasse pas, enfin n'atteint pas la veine poplitée. Donc concrètement, c'est un caillot qui est que dans la jambe et uniquement dans la jambe. Donc là, au premier épisode, ça va être soit 6 semaines, soit 3 mois de traitement, selon la présence ou non d'un facteur favorisant majeur. Et donc à la récidive, donc là on n'a pas d'études pour ces cas-là. Autant pour l'embolie pulmonaire et la TVP proximale, on a des études, mais là ça repose vraiment, c'est de l'empirique. Et donc en cas de récidive, on peut faire exactement la même attitude thérapeutique qu'au premier épisode, ou sinon considérer le traitement en long cours. Ensuite, les thromboses veineuses musculaires. Donc ça, c'est les thromboses qui concernent les veines gastrocnémiennes médiales latérales ou le muscle solaire. Et donc pour ces thromboses, le traitement peut être de 6 semaines ou de 3 mois, selon la présence ou non d'un facteur favorisant. Vous avez un facteur favorisant plutôt 6 semaines, vous n'en avez pas 3 mois. Et donc encore une fois, il fait une récidive exclusivement de TVM. Vous pouvez avoir la même attitude que la première fois ou considérer le traitement au long cours. Il n'y a pas de règle. Ça se discute. Hop. Mince, je vais un peu vite. Donc une MTV au cours de la grossesse et du postpartum. Donc concrètement, c'est la même durée théorique qui était précédemment décrite. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre de la grossesse et du postpartum, il faut toujours couvrir l'intégralité de la grossesse et les 6 semaines du postpartum. Concrètement, la patiente fait une TVP pendant le premier trimestre. Donc c'est une proximale. Donc en théorie, TVP proximale provoquée, c'est minimum 3 mois de traitement. Sauf que là, elle est enceinte et au début de sa grossesse. Donc on va continuer le traitement tout au long de la grossesse, donc pousser jusqu'à l'accouchement et couvrir aussi les 6 semaines de postpartum. La patiente fait exactement la même TVP proximale au cours des 6 semaines de postpartum. Le traitement théorique, c'est une TVP proximale provoquée, donc on fait 3 mois de traitement, et sauf que là, elle sera a priori plus enceinte au moment des 3 mois de traitement, donc là, on peut très bien arrêter le traitement anticoagulant. Est-ce que j'ai été clair? Parce que c'est vrai que ça peut... Ouais, c'est bon? Ok, cool. Hop. Donc ensuite... donc là c'est plus souvent c'est plutôt géré en hospitalier, donc les thromboses sur cathéters centraux. Donc au moins 3 mois d'anticoagulation curative. Donc cathéters centraux, c'est un cathé qui arrive au niveau de la jugue, au niveau du tronc veineux brachiocéphalique, donc les PAC quoi généralement. Et donc c'est toujours, enfin on fait au moins 3 mois de traitement anticoagulation curative. Et à poursuivre selon la persistance ou non du facteur favorisant majeur, à savoir le cathéter toujours en place ou le cancer actif. Pour vous mettre en situation, concrètement, là vous avez un patient qui est traité pour un cancer, on sait qu'on va continuer la chimio. Le cathéter fonctionne, vous continuez l'anticoagulation, donc au minimum il a 3 mois de traitement, ok. Mais si le cathéter est fonctionnel et qu'on peut l'utiliser pour faire les cures de chimiothérapie, tant que le cathéter est en place, on continue la chimiothérapie et on arrêtera l'anticoagulation uniquement quand le cathéter sera retiré. Un patient, le même, finalement, le cancer reste actif, il résiste à la chimiothérapie, on décide d'arrêter la chimiothérapie, mais on retire le cathéter, le cancer étant toujours présent, c'est un des cas un peu tricky. Mais du coup, là, on retire le cathéter, mais comme le cancer est actif et qu'il a fait un événement thromboembolique, on considère que c'est un patient à risque de thrombose et donc on va continuer, la pratique, c'est de plutôt continuer le traitement, même si
il y avait initialement la thrombose sur le cathéter. Donc là, c'est un peu un cas particulier, mais là, on continue le traitement. Et j'en profite, comme on parle des cathéters centraux, vous voyez que dans la thérapeutique, quand il y a une thrombose sur cathéter central, on ne fait pas de retrait de cathéter. En fait, ce qui doit amener à retirer un cathéter central, c'est s'il est infecté, et où il est non utilisé, bien sûr s'il n'est pas utilisé on le retire. S'il est mal positionné, il y a une troisième cause, ça va me revenir, mais en tout cas il n'y a pas le fait qu'il y ait une thrombose. Ok, donc vous avez une thrombose sur le cathéter, mais on peut continuer à l'utiliser. Vous continuez à l'utiliser, mais vous traitez la thrombose. Voilà. Mince. Hop. Ah. Ok. Attends. Ouais, peut-être. Ok. Voilà. Cathéters centraux. Et... Ah. Attends. Ça bug un peu. Bon, on va faire comme ça. Bon, maintenant, les thromboses veineuses superficielles des membres inférieurs. Donc là, c'est l'un des rares cas particuliers où on a une étude, l'étude Callisto. Et donc en fait, on sait que donc les TVS vont être systématiquement traitées si elles sont symptomatiques et à plus de 5 cm de longueur. Donc concrètement, moi quand je fais le Doppler, je prends un stylo, je prends la tête du caillot, je mets un coup de marqueur, je descends, je descends, je descends. Je remets un coup de marqueur quand je vois plus de caillots et je regarde, donc si ça fait plus de 5 cm, et qu'on se situe bien à 3 cm de la jonction saphéno-fémorale. Je reviens pas sur l'anatomie, vous pourrez me poser des questions si vous voulez sur l'anatomie des veines superficielles, mais là je parle des grandes saphènes et des petites veines saphènes en nouvelle nomenclature, ou saphène interne ou saphène externe en ancienne nomenclature. Et donc là le traitement c'est très établi, c'est le Fondaparinux Larixtra 2,5 mg, donc à dose entre guillemets préventive, une fois par jour pendant 45 jours. Bon, on vous en voudra pas si vous mettez du Lovenox 0,4 pendant 45 jours, mais globalement, c'est l'idée. Et donc, si c'est symptomatique, si la TVS est symptomatique, elle fait moins de 5 cm de longueur et qu'elle se situe à plus de 3 cm de la jonction saphéno-fémorale, on peut considérer un traitement par Fondaparinux comme décrit précédemment, ou sinon surveiller. Et donc là, généralement, on discute avec le patient. Quand il a très mal, généralement, le Fondaparinux, très rapidement, ça fait céder la douleur, donc on n'hésite pas, si le patient est très douloureux. Quand c'est un peu mitigé, que le patient n'est pas très chaud pour recevoir des piqûres, on peut se permettre de faire une surveillance à 10 jours. Encore faut-il avoir quelqu'un pour faire le Doppler. Si on a une TVS donc qui est située à moins de 3 cm de la jonction saphéno-fémorale, donc au niveau du pli de laine, on suit la grande veine saphène et on voit qu'on se rapproche dangereusement de la veine fémorale. Donc là, on va considérer ces thromboses veineuses comme des thromboses veineuses quasi proximales, quoi, comme si on était dans la veine fémorale. Et donc là, le traitement est un peu plus solide. Donc ça, c'est des HBPM ou des AOD à dose curative cette fois-ci, hein, pas à dose préventive, à dose curative pendant 3 mois. Ah, décidément. Ok, donc ensuite, on a bientôt fini, je vous rassure. Les thromboses veineuses profondes du membre supérieur, donc concrètement, c'est les veines humérales, axillaires, sous-clavières, tronc veineux brachiocéphalique. Donc c'est toujours, comme pour les cathéters d'ailleurs, au moins 3 mois de traitement, en absence de facteurs favorisants persistants, donc c'est-à-dire un cancer, la présence d'un cathéter central. Petit, bon, pour les pacemakers, c'est bon, généralement, on fait 3 mois de traitement et on s'arrête parce que bon, le pacemaker, forcément, on va le laisser. Normalement, on va le laisser jusqu'au décès du patient. Donc, moi, dans mon expérience, on a fait 3 mois de traitement et on s'est arrêté. Et généralement, il n'y a pas eu de récidive. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais bon, moi, c'est ce que j'ai eu dans mon expérience. Par contre, pour le cathéter central, bah, comme tout à l'heure, vous continuez si le cathé il est en place. Et s'il y a un cancer, vous continuez. Mais sinon, globalement, si vous n'avez pas de facteur favorisant, c'est 3 mois de traitement et vous arrêtez. Par contre, si jamais un jour vous avez un patient qui fait une thrombose veineuse du membre supérieur au niveau huméral, axillaire ou sous-clavier, mais que vous n'avez pas de facteur favorisant, allez vraiment chercher le cancer parce que c'est une situation très atypique. Et donc, voilà. Ouais. C'est en curatif là aussi. Ah oui, en curatif, oui. Et donc, pour conclure, dans la décision de la durée de traitement optimale des traitements anticoagulants,
la première chose, c'est de préciser le site de la thrombose. Donc, dans le cadre de la thrombose veineuse la thrombose veineuse profonde, je vous rappelle, donc proximale dès qu'on atteint la veine poplitée, distale si la veine poplitée n'est pas atteinte. Toujours rechercher le facteur favorisant majeur-mineur, persistant, transitoire. C'est vraiment ça qui va définir la durée de traitement optimale, enfin la durée de traitement minimale de traitement. Et donc, pour les patients à risque modéré de récidive, dans le cadre de l'embolie pulmonaire et de la TVP proximale, ou les autres sites avec récidive, se poser la question du traitement non limité. Et ça, en théorie, on doit avoir une RCP thrombose pour répondre à la question. Donc ça, c'est la situation la plus confortable. Dans les recommandations, vous avez des petites aides, mais dans l'idéal, une RCP thrombose. Moi, j'ai été formé en Bretagne, à Brest. Concrètement, il y avait un médecin vasculaire, un interniste et un spécialiste de l'hémostase. Je sais pas si avec comment s'appelle si à La Réunion il y a une RCP thrombose à laquelle vous pouvez accéder. Je sais pas si non. Il y a ou pas? Ouais, il y a. Ouais. Et je sais pas comment vous pouvez poser les questions. Les hématos de La Réunion. Les hématos de La Réunion. Ok, d'accord. Bon, voilà. A priori, chez les hématologues du centre de nord de La Réunion, il y a une RCP. Donc, si vous êtes bloqué sur un dossier, vous pouvez poser la question et vous serez dans le gold standard. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est un peu vaste. Je sais pas si vous avez des questions. N'hésitez pas. Moi, j'ai juste une question. Oui, bien sûr. Sur le risque intermédiaire. Ouais. En gros, la différence entre l'homme et la femme, c'est que la femme, elle a peut-être des facteurs favorisants. Elle a un risque de récidive moindre que l'homme. Ouais. Et c'est pour ça que tu calcules ton score secondaire. Et tu te dis quand même, il y a peut-être certaines femmes à haut risque. Ouais. Qui du coup, faut considérer peut-être plus pour un traitement au long cours. Exactement. Exactement. En fait, le message, c'est que les hommes sont plus à risque de récidiver une fois qu'ils ont fait un épisode thrombotique. Voilà. Je t'écoute? Je t'entends pas. Ils te servent à, du coup, quand tu es dans la situation où tu sais pas si tu dois faire un traitement pendant 6 mois ou continuer, ils vont te permettre de savoir les patients chez qui tu vas plutôt vouloir continuer. Donc, si tu as un patient avec une TVP idiopathique, mais qui a un facteur favorisant mineur, une UKI, une RCH, chez ce patient-là, tu vas plutôt continuer. En fait, les facteurs mineurs, on sait qu'en épidémiologie, ils ont un risque de thrombo supérieur à ce qu'on appelle facteur. Et dans la littérature en dur, c'est pas clair la durée d'anticoagulant stricte comparée au cancer. Ouais, on t'entend pas derrière. On t'entend pas derrière. Ouais, je pense qu'il faut que tu te lèves. Le facteur mineur, en fait, c'est un facteur où on sait que c'est associé à un surrisque de thrombose avec une fréquence assez variable dans les études épidémiologiques. Mais par contre, on ne sait pas en dur dans la littérature s'il faut laisser le traitement anticoagulant illimité ou fixe. Alors que sur les facteurs majeurs, c'est très bien montré dans la littérature s'il faut anticoaguler 3 mois, 6 mois à vie. Et donc c'est pour ça qu'ils sont classés dans mineur. C'est assez bien expliqué dans le truc de Peumo là en français. Ouais. Mais du coup c'est un peu intellectuellement, c'est un peu des fois un peu. Enfin faut se mettre dans le truc pour bien comprendre ça. Ouais, vas-y. Alors attends, je t'entends. Ça dépend si la patiente veut allaiter ou pas. Si en gros, c'est une discussion déjà avec le gynéco ou les sages-femmes qui ont fait l'accouchement. Si c'est compliqué et qu'il y a un risque hémorragique, on va plutôt favoriser les HBPM. Mais si on est tu vois, si t'es à 2-3 semaines de l'accouchement, que a priori elle saigne pas, si elle veut allaiter, AVK. Si elle veut pas allaiter, AOD. Ouais, mais ça c'est après l'accouchement. En fait, ta question c'est avant. Non, t'anticoagules et après. Excuse-moi, du coup j'ai pas cerné. De toute façon, elles sont forcément sous HBPM, c'est pas trop un souci.
anticoagulants. Alors, une question, et c'est une remarque aussi ici, Oui. en fait, comme on a des bons de circulation qu'on peut faire tamponner un mois, et en fait, on est sûr que le patient, il peut avoir un mois de traitement à peu près. Enfin, on est à peu près sûr qu'il peut avoir un mois de traitement. Il vaut mieux, et puis les AOD, les arrêts de sang, c'est quand même vraiment le plus facile dans des conditions. Bah, bien sûr, c'est le plus confortable, ça, il n'y a pas de. Etc. Oui. Donc, tout ça, on peut le mettre. Les 6 semaines, souvent c'est 4 semaines. Enfin, j'imagine que souvent c'est 4 semaines. Et il faut, souvent, on doit mettre l'exarrecto, enfin, même si c'est pas dans les recommandations, etc. Et souvent pour les plates, c'est ce qu'on fait en façon de les immobilisations, malheureusement. Ah oui, bon après, c'est sûr qu'il n'y a pas de recommandation par rapport à la gestion. Un patient qui va faire une TVP post-chirurgie ou qui a fait un accident et bon, concrètement, il y a plein de médecins qui le font. C'est pas, enfin, ce que vous me dites là, d'anticoaguler par Xarelto, vous me dites en préventif par exemple. Ouais, oui, bah oui, par exemple 10 mg de Xarelto en sortie pendant un mois, c'est quelque chose qui se fait. Il y a aucune étude qui prouve que c'est aussi bien que le Lovenox 0,4, mais en pratique c'est fait. Voilà. Donc si vous aviez une inquiétude, vous ne ferez pas spécialement saigner a priori plus les malades. D'accord. Voilà. Et pour les traitements aussi, enfin, voilà, il faut aussi. Bah après, il faut après. Ah oui, oui. Sa thrombose, le SAPL sous AOD, sa thrombose, Mm. l'insuffisant rénal sous AOD. Oui, bien sûr. Ouais, on ne sait pas ce qui se passe. Ouais, le rétrécissement mitral, ça thrombose aussi. Je sais parce qu'à un moment donné, je me suis dit, oh, ça, c'est chiant, ils avaient qu'à. Je vais quand même essayer. Et le mec est revenu 10 jours plus tard avec un AIC, donc ça m'a bien calmé. Ouais. Je peux vous faire, si je peux vous faire part de ma bêtise. De ton expérience? Mon expérience. Quelques indications d'AVK, malheureusement, on est un peu coincé. Ouais. Enfin, moi, les deux petites expériences avec les 2-3 bêtises que j'ai vues, c'est des SAPL qui sont passés sous AOD, et là, ça se passe mal. Ouais. Déjà, c'est pas de bol de tomber sur un SAPL. Donc. Oui, après, c'est pas des maladies fréquentes. Oui. Clone HPM et pour les SAPL, c'est pas des choses, c'est pas des choses fréquentes. Heureusement d'ailleurs. Bah oui. Ils ont un suivi qui est un peu aléatoire, soit ils passent une fois en dispensaire ou d'urgence, n'importe quoi, et autrement, j'ai mal entendu, mais c'est pour tout le monde. C'est pour tous les intervenants. Est-ce qu'il n'y a pas eu le Covid? On n'a pas, enfin, j'ai peut-être mal entendu, mais il n'est pas dans les recommandations. Est-ce que c'est une thrombose ou une embolie pulmonaire provoquée ou pas? Ouais, du coup, c'était en 2019. Ah, les recos qu'on a présentés, elles sont pré-Covid. Ah oui, d'accord. Mais on est d'accord que c'est provoqué. Bah si, concrètement, un patient qui fait une embolie pulmonaire au cours d'un Covid, bon bah là c'est une provoquée. Voilà. Et de toute façon, dans les provoqués, il y a quand même l'hospitalisation. Il y a quand même les gens qui thrombosent en cours d'hospitalisation. Ça fait partie des facteurs transitoires majeurs. Donc le Covid, en fait, c'est généralement, c'est en cours d'hospitalisation. Parce qu'ils étaient inflammatoires, hospitalisés, dans leur lit. Mais ils sont pas tous hospitalisés, même. Mais c'est plus ceux-là qu'on a vu faire des embolies pulmonaires quand même, non? Je l'ai vu sans hospitalisation. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Bon, bah cool. De toute façon, provoqué, on arrête le traitement et là, on a eu tous les critères pour éventuellement arrêter. Pour tout ce qui est traitement au long cours, de toute façon, il faut avoir un avis de RCP, ouais. Parce qu'en fait, c'est un impact tellement majeur sur la vie de la personne de prendre un traitement à vie avant au risque hémorragique. Surtout au risque hémorragique. Donc avant de dire à une personne que vous allez être anticoagulé à vie, il faut, pour la thrombose veineuse, c'est pas la même chose pour la fibrillation atriale, c'est pas la même chose pour d'autres pathologies, mais pour la thrombose veineuse, il faut un avis de RCP qui dit, à moins que ce soit la 4e embolie pulmonaire où là il y a 2 vies pour personne, il faut un avis d'une entité un peu spécialisée, que ce soit à La Réunion ou en métropole, qui dit bah oui,
il ou elle est trop à risque de récidive, on peut l'anticoaguler à vie comme ça.